Madeleine Blais-Morin, Martine Biron, bonsoir. Bonsoir. Allons-y avec notre panel, avec un petit retour sur la semaine. Mais d'abord, je veux qu'on commence, Madeleine, par parler de ce qui vient de se produire au cours de la dernière heure. Je vous vois sourire, mais ça intrigue quand même. Hein? Un tweet qui laisse entendre que l'équipe, la garde rapprochée de M. Trudeau, a publié un compte-rendu d'un entretien avec M. O'Toole, l'entretien qui n'avait toujours pas eu lieu. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, ça a été confirmé par le bureau du premier ministre en disant que ça a été une ébauche de la rencontre qui ne s'était pas produite finalement. Ah bon? Ça peut être anecdotique, c'est que ça une l'est? erreur. Bien, c'est qu'on peut lire toutes sortes de choses là-dedans. Premièrement, moi, j'ai l'impression qu'il y a des journalistes en ce moment qui ne sont pas complètement malheureux de voir ça arriver parce que les comptes rendus qu'on a du bureau du premier ministre sur les rencontres qu'il a avec d'autres chefs d'État, de gouvernement, des premiers ministres, c'est jamais détaillé. Donc, c'est jamais précis. Ça démontre à quel point on n'a pas tant d'informations que ça sur ce qui se déroule véritablement dans les rencontres. Et c'est normal que le premier ministre arrive avant la rencontre avec des sujets qu'il veut aborder. Donc, c'est normal que l'équipe du premier ministre sache déjà, en gros, quels sont les points qui seront abordés pendant la rencontre. Donc, qu'il les ait préparés d'avance, moi, ça ne me surprend pas trop. Ça paraît pas bien qu'il dévoile le compte-rendu d'une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est certain. C'est une gaffe, là, mais c'est pas une gaffe très, très grave. Très bien. Mais juste un dernier point là-dessus, par contre, certainement. Alexis, parce que le deuxième paragraphe du compte-rendu de la rencontre qui n'avait pas eu lieu parle de désinformation de la part de députés conservateurs. Donc, le bureau du premier ministre envoyait des reproches au Parti conservateur et ça, je trouve que c'est quand même éloquent dans le contexte actuel. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire où je trouve que de part et d'autre, on affûte de plus en plus les couteaux en vue d'une potentielle élection. Tout le monde se prépare en vue d'une élection au printemps. Et j'ai l'impression que ça témoigne de ça un peu, ce compte-rendu-là où les attaques sont plus virulentes à l'endroit des conservateurs. Et les conservateurs ont été quand même assez durs aussi envers les libéraux cette semaine. Oui, c'est ça. Faut-il s'en surprendre, hein, Martine, quand des adversaires politiques comme ça sautent sur l'occasion, peu importe le contexte, pour, avec d'un parfum d'élection au loin, profiter de la situation, tenter de le faire? Ouais, je suis du même avis que Madeleine. Les 3 dernières lignes de ce mémo-là sont quand même importantes parce qu'il vise carrément les conservateurs de l'Alberta. Et on a appris cette semaine qu'il y avait une dissension importante en Alberta entre le politique, le premier ministre Jason Kenney, et la santé publique concernant les actions à poser dans le cadre de la COVID. Il y a des cas, ça explose de cas en Alberta. Et c'est un message à peine voilé là, de se gouverner. Alors la question, bon, évidemment, je connais moins bien les stratèges politiques à Ottawa. Madeleine est meilleure que moi là-dessus, mais c'est vendredi et si on veut que l'information circule, bien, il faut généralement la diffuser un peu plus tôt. Alors l'appel téléphonique a lieu présentement, si je comprends bien. Et nous, on en parle ce soir et on en parle, je pense, d'un bout à l'autre du pays. On verra ce qui en sort finalement de cet appel quand tout sera terminé. Et, voilà et si le compte-rendu va être modifié aussi. Exactement. Est-ce que c'était véritablement une ébauche ou on va avoir droit à un peu plus de détails? Ce serait bien avisé qu'il nous donne finalement une autre version. Petit conseil en passant. Oui, on peut s'y attendre. Avec plus de détails. Avec plus de détails. C'est ce qu'on aime avoir. On reviendra d'ailleurs sur les conservateurs un peu plus tard, sur la question du français, ça c'est sûr. Mais la vaccination, les plans en vue pour ces campagnes massives de vaccination inédites dans l'histoire du Canada, bien, les choses se précisent de plus en plus. Avant d'en parler davantage, écoutons là-dessus Justin Trudeau. Certainement un désir d'arriver à la ligne de départ le plus rapidement possible, et je comprends ça aussi. Mais il faut aussi parler de quand on arrivera à la ligne de l'arrivée. Et ça, à ce niveau-là, les docteurs ont souligné qu'il y a de très bonnes chances, si tout fonctionne bien, qu'on puisse vacciner la majorité des Canadiens d'ici septembre prochain. C'est ce qui compte, c'est la ligne de départ, nous dit M. Trudeau. C'est d'abord... La ligne d'arrivée. D'arrivée, pardon. Oui. Il veut mettre l'accent là-dessus d'abord et avant tout aujourd'hui. Là. Oui, il veut mettre l'accent là-dessus parce que la ligne de départ, elle est plus loin pour le Canada qu'elle ne l'est pour d'autres pays, notamment l'Allemagne, les États-Unis, parce que le Canada n'est pas un pays producteur de ces vaccins contre la COVID, ce qui fait que les pays producteurs veulent se servir d'abord.
Ça, on peut le comprendre. Ce qui était particulier cette semaine, c'est que Justin Trudeau en parle justement cette semaine, alors qu'il n'avait plus vraiment le choix de le dire, sachant que d'autres pays étaient sur le point d'approuver les vaccins et de commencer à recevoir des doses. Donc, Justin Trudeau a mis la table cette semaine. Et le ressac a été important. Les partis d'opposition lui ont dit pourquoi on sera plus tard que d'autres pays, pourquoi on sera derrière au bout de la ligne, ce qui est peut-être un peu exagéré, mais on ne sait toujours pas exactement où on se situe dans la ligne de tous les pays. Mais Justin Trudeau dit, bon, regardez la ligne d'arrivée. C'est important, la ligne d'arrivée, évidemment, mais la ligne de départ, elle est importante aussi. Parce que lorsqu'on commence à immuniser les populations les plus vulnérables, ce qui est prévu, qu'on commence par les personnes qui sont les plus à risque, ça donne de l'oxygène au système de santé. Évidemment, personne ne doit baisser la garde, mais ça permet à un peu tout le monde de respirer un peu mieux. Oui. Et les provinces qui attendent aussi les détails, Martine, le Québec, qui a déjà ses plans, ses ébauches, mais on est un peu dépendant de ce qui se passe à Ottawa. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux questions. C'est combien de doses et quand? À partir de ce moment-là, il faudra les distribuer. Et comment elles seront distribuées aussi? Le premier ministre Trudeau a parlé de 3 millions de doses d'ici mars. Combien est-ce que le Québec va en avoir? Alors, si on y va au prorata de la population, ça sera environ 23 %, donc à peu près en bas de 700 000 doses. Alors, qui est-ce qui sera prioritaire? Les personnes âgées sûrement, les travailleurs de la santé, peut-être même avant certaines personnes âgées, parce qu'on ne sera pas capable de vacciner tout le monde d'ici mars dans ces créneaux-là spécifiques. L'autre chose qu'on devra se poser, c'est où est-ce qu'on privilégie les centres urbains en premier, les régions? Est-ce qu'on va dans les régions où il y a plus d'éclosions? Le Saguenay, par exemple. Ben oui, où on va partout en même temps. Est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on fait venir des gens sur rendez-vous? En tout cas, c'est une logistique incroyable qui va demander beaucoup de précision et qui va demander aussi de la pédagogie parce que, écoutez, il y a 20 % de la population qui a 65 ans et plus. On n'est pas là, et ça va être long. Alors, les gens vont devoir continuer à suivre des consignes pendant pas mal de temps encore. Oui, on parle de 6 millions de doses d'ici la fin mars, qui permet de vacciner 3 millions de personnes, puisqu'il y a 2 doses par personne. Donc, évidemment, on ne peut pas vacciner tout le monde. Pour ce qui est de la liste de priorités, le gouvernement fédéral a déjà émis des grandes lignes directrices, mais comme c'est le cas pour d'autres aspects de la pandémie, c'est après aux provinces de décider. Puis effectivement, cette décision-là, elle est difficile à prendre, notamment en raison de la complexité logistique. Martine le disait, quand on doit transporter des vaccins comme ça à moins 75 degrés Celsius, maintenir la ligne de froid du début à la fin, c'est un défi logistique incroyable. Justin Trudeau parlait de la campagne de vaccination la plus importante de l'histoire du Canada. Ah, tout à fait. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il a nommé un haut gradé de l'armée, des Forces armées canadiennes pour s'en charger. Ça lui permet du même coup, d'une certaine façon, de se parer contre les critiques, notamment les critiques des conservateurs, je vous en parlais tout à l'heure, et se donne finalement un certain bouclier en disant, voici, j'ai un major général, Danny Fortin, qui sera en charge. Donc, ça met le politique un petit peu en arrière-plan, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. Et de la même manière, on a eu droit à la première séance de briefage technique cette semaine de la part de la santé publique, de hauts fonctionnaires de Santé Canada qui approuvent les vaccins. Donc, c'était encore une fois mettre des experts à l'avant-scène et non des politiciens qui peuvent être critiqués si jamais il y a des problèmes. Et un peu plus loin dans le processus, il va falloir aussi convaincre un certain nombre de personnes de se faire vacciner parce que la résistance, il va y en avoir. Et il y a un seuil, évidemment, à atteindre. Il faut affûter, j'imagine, aussi le message en ce qui concerne cet aspect des choses. Puisqu'on parle de message, on change un peu d'aspect. On parle des fêtes de Noël qui approchent à grands pas et des plans de match qui sont mis de l'avant un peu partout au pays. Ça peut sembler un peu cacophonique pour les gens qui observent ça, ce que dit Ottawa, ce que dit Québec, ce que dit l'Ontario. On va, dans un premier temps, s'attarder au cas du Québec. Écoutons M. Legault. C'est un contrat qui, à la fois, est simple, mais en même temps, je me rends compte, c'est pas noir ou blanc. L'idée de donner rapidement une orientation, c'était pour que les gens puissent se préparer. Dès que je l'ai dit jeudi dernier, j'ai mis un gros « si
la situation se maintient, si on garde le contrôle de la pandémie. Certains, Martine, ont parlé de confusion dans le message. Est-ce que M. Legault a réussi à simplifier la chose, à reprendre le contrôle de la situation? Oui, il a simplifié les choses, mais ce faisant, Alexis, il a lâché du lest. C'est sûr que plus le cadre est strict, plus c'est difficile d'entrer dans le cadre. C'est pas tout le monde qui vit la même situation. Quelqu'un qui est dans une famille, par exemple, reconstituée avec de la garde partagée, n'est pas du tout dans la même situation où deux adultes en télétravail qui ont deux enfants en télétravail également. Alors, c'est ça là, qui devenait compliqué et le gouvernement se retrouvait dans une situation où il devait régler chaque petit cas qu'on lui soumettait. Alors, il a dit, écoutez, considérez-vous comme contagieux, posez-vous des questions sur qui vous devez recevoir et qui vous ne pouvez recevoir. Faites attention, la quarantaine était stricte au point de départ avant la période de Noël. Elle semble l'être moins. Alors, c'est ça, du coup, il a lâché un peu de l'Est. Alors, est-ce que ça aura un impact sur le niveau de contagion? On verra. La deuxième chose, c'est le fameux « si », parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. On se maintient quand même à 1200, 1300, 1400 cas par jour. C'est énorme. C'est un haut plateau. Et M. Legault se réserve une plage horaire, je vous dirais, qui va se retrouver à quelques jours de Noël, probablement autour du 17 décembre, pour dire aux citoyens, bien, écoutez, je remets de la pâte à dents dans mon tube et je ne vous permets pas autant de rassemblements. On verra comment ça va se passer. Mais quand on regarde les chiffres actuels, l'ambiance n'est pas à la fête. Oui, c'est pas de bon augure tout ça. On se croise les doigts. On verra pour ces chiffres et leur évolution. Le temps a passé plus vite que je le pensais. Allons-y sur la situation du français. Je veux vous entendre les deux là-dessus. Monsieur O'Toole, qui, de toute évidence, en fait une priorité, se colle sur certaines des positions du gouvernement Legault, recentre le message du Parti conservateur. Madeleine. Oui, c'est une nouveauté. Hein. Depuis que Erin O'Toole est arrivé à la tête du Parti conservateur, on a opéré un virage pour ce qui est de la question linguistique. Entre autres, cette position de dire que les entreprises sous juridiction fédérale devraient être soumises à la loi 101 au Québec. Ça, c'est nouveau de la part du Parti conservateur. On vise visiblement les sièges francophones du Québec. Et là, ce sera une bataille. Je vous parlais tout à l'heure d'élection. Hein? Ce sera une bataille, le Québec francophone. Et c'était particulier de voir ça à la Chambre des communes. Il y avait un débat là, cette semaine sur la question linguistique. Et on sentait très bien que les libéraux, les conservateurs, le Bloc québécois parlaient de la langue, mais j'ai l'impression qu'ils avaient tous en arrière-pensée ces sièges francophones au Québec où le champ de bataille sera féroce. Ce serait intéressant de voir comment M. Legault entre dans cette dynamique, Martine. Oui, bien, on sait que le ministre Simon Jolin Barrette est en train de préparer un projet de loi. Quand sera-t-il déposé? On parle de cet hiver. Ça risque d'être un petit peu plus tard que tôt parce que nous sommes en pleine pandémie et M. Legault n'a pas envie de donner des obligations supplémentaires, notamment, par exemple, aux entreprises ou aux écoles, par exemple, ou à différents secteurs en pleine pandémie. Là. Et on regarde dans les médias anglophones, on voit que les anglophones sont assez crinqués. Alors, on veut garder profil bas tant qu'on est en pandémie. Alors, ça risque de venir plus tard que tôt cet hiver. C'est délicat quand même tout ça. Merci beaucoup pour ce panel. On n'oublie pas la mise à jour économique d'Ottawa la semaine prochaine en début de semaine. Lundi. Lundi, c'est ça. Allez, au revoir et reposez-vous bien. Au revoir.